Plan anti-inflation présenté par François Sérac, le président du patronat français propose en quelque sorte une échelle mobile des salaires et des prix pour 6 à 8 mois. Les ministres des Affaires étrangères des 9 préparent activement à Copenhague le sommet européen des 14 et 15 décembre prochains dans la capitale danoise. Le président Kadhafi sera reçu à la fin de la semaine par le président Pompidou à Paris. Le chef de l'État libyen arrive jeudi en France, invité par 4 grands journaux européens. Le calme règne en Grèce où le couvre-feu a été allégé. Dans cette édition, le reportage de notre équipe d'envoyés spéciaux qui se trouve encore en ce moment à Athènes. Deuxième volet ce soir de notre enquête sur la présence économique française dans le sud-est asiatique, où 170 industriels sont allés inaugurer l'exposition française de Kuala Lumpur. Suite du procès du Fétiche Club à Dijon, la place de Daniel Boggia, l'un des inculpés assassinés hier soir, est restée vide aujourd'hui au banc des accusés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Et puis, il y a un seul élément nouveau ce soir dans l'affaire de l'enlèvement de ce bébé, survenu il y a maintenant plus de 48 heures, près de 48 heures, dans la maternité d'une localité de Moselle. La société des aciéries de Lorraine, où est employé le père du bébé kidnappé, a annoncé cet après-midi qu'elle était prête à payer la rançon de 60 000 francs réclamée par les ravisseurs. Ceci, pour autant qu'on le sache, ne semble pas s'être manifesté aujourd'hui. Comment ne pas rappeler que la vie de ce bébé, qui ne peut être alimenté que dans des conditions très particulières, est de plus en plus en danger au fur et à mesure que les heures passent. L'une des grandes préoccupations de l'ensemble d'entre nous, c'est depuis plusieurs mois déjà et de plus en plus la hausse du coût de la vie. Le phénomène s'est encore aggravé ces derniers temps et l'on sait déjà que l'indice des prix pour le mois d'octobre, qui ne sera connu officiellement qu'à la fin du mois, est considéré comme très mauvais par le ministre des Finances lui-même. Cet indice dépassera en effet très probablement le taux de 1%. Depuis pratiquement le début de l'année, le gouvernement a tenté de freiner le mouvement, mais ces derniers temps, la grève des commerçants a fait rebondir la polémique quant aux moyens de lutte contre la vie toujours plus chère. En ce moment même, à Paris, nous en aurons peut-être un compte-rendu dans un instant si la réunion est terminée. Les responsables des partis de gauche et des syndicats sont réunis afin de définir la forme qu'ils entendent donner à une action anti-hausse des prix. C'est dans ce contexte que M. François Sérac, le président du patronat français, vient de faire un certain nombre de propositions. Pour M. Sérac, il faut d'abord repousser les fausses solutions, telles que des mesures unilatérales sans concertation avec les intéressés ou purement et simplement le blocage des prix et des salaires. La plus spectaculaire des propositions de M. Sérac consiste à mettre en place une véritable échelle mobile de manière à faire en sorte que les revenus n'augmentent pas plus vite que le coût de la vie. Ni plus ni moins, le blocage du pouvoir d'achat. Je vois une mesure pour l'immédiat et 3 mesures pour la préservation de l'avenir. Alors, dans l'immédiat. Mais dans l'immédiat, je pense que, et ça c'est une question qui intéresse tous les Français, il faudrait que tous les Français acceptent, pendant une période courte, 6 mois ou 8 mois, de faire en sorte que leurs revenus ne croissent pas plus vite que le coût de la vie. Et ceci, aussi bien pour les revenus du capital, c'est-à-dire les dividendes que nous distribuons aux actionnaires, que pour les salaires et les rémunérations. Voilà, à mon avis, quelle doit être la première précaution prise par les Français. Si j'ai bien compris, M. Sérac, vous proposez un blocage des salaires, mais si les prix continuent à augmenter, ce qui est probable, est-ce qu'on ne va pas aboutir à une dégradation du pouvoir d'achat? Assurément pas. J'ai dit d'abord que nous étions contre le blocage des prix et des salaires. Deuxièmement, notre vœu, c'est qu'il y ait une progression, je dirais, de même ordre des prix et des salaires dans la période dont je vous parle, pour qu'il y ait le maintien du pouvoir d'achat dans cette période. Voilà notre préoccupation. Vous avez également parlé de mesures à moyen terme. Alors là, pourquoi le moyen terme? C'est parce que les mesures immédiates sont toujours insuffisantes et nous avons affaire à une économie qu'il faut préserver. Pour cela,
le premier acte le plus important, c'est de faire en sorte que nous puissions continuer à affronter nos concurrents avec des possibilités de compétition réelles. Il faut pour cela améliorer nos équipements, moderniser nos usines, en créer d'autres, améliorer notre réseau de distribution. Eh bien, tout cet effort permanent qui préserve l'avenir, il faut pouvoir le financer, et il faut pouvoir le financer avec un argent qui ne soit pas trop cher, car l'argent cher fait le produit cher. Deuxième préoccupation qui touche les hommes. Il faut que nous perfectionnons notre formation professionnelle, et car la qualité des hommes est un élément capital de l'efficacité d'une économie et d'un pays. Et il faut que ces jeunes qui vont occuper les postes dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'ils seront créés par le développement de l'investissement, ces jeunes puissent les occuper de la façon la plus efficace possible et avec le maximum de chances de promotion dans la suite de leur carrière. Et enfin, troisième point, qui touche, je crois, de très près le cœur des Français. Il faut veiller à encourager l'épargne et l'esprit d'épargne, car c'est sûrement le meilleur témoignage que les Français puissent donner de la confiance qu'ils portent à leur pays. Fruits et légumes, retour complet à la normale aujourd'hui sur les marchés et dans les boutiques. Les détaillants s'étaient réapprovisionnés sur les marchés de gros et en particulier pour l'agglomération parisienne à Rungis. Samedi, ils avaient décidé d'arrêter leur mouvement de grève après une réunion chez le ministre de l'Agriculture, M. Chirac. Ils avaient obtenu, selon leur président, 2 assurances. Assouplissement des contrôles de prix et promesse d'une rencontre avec M. Giscard d'Estaing. Le ministre de l'économie est rentré aujourd'hui d'un voyage en Malaisie et en Inde, mais le rendez-vous n'a pas encore été fixé. En attendant, les contrôles continuent et la taxation reste de règle. C'est que les prix demeurent le problème numéro 1, ainsi que M. Giscard d'Estaing l'a expliqué en fin d'après-midi à M. Bergeron, secrétaire général de FO. L'entretien entre M. Giscard d'Estaing et M. Bergeron a duré 1 heure. Problème numéro 1 abordé, vous vous en doutez, l'inflation. M. Bergeron, a-t-on abordé plus précisément le problème de la taxation qui est refusée actuellement par les commerçants? Voilà des mois que nous demandons au gouvernement de prendre des mesures en vue d'éviter que lorsqu'un produit baisse à la production, il augmente à la consommation. Et ce n'est pas aujourd'hui, alors que le gouvernement a pris ces mesures, que nous allons lui demander de revenir, au contraire. Et cette position n'est dirigée absolument contre personne, ni contre les petits commerçants, ni contre d'autres. Nous voulons que les choses se fassent dans la clarté, et que dans la mesure, je le répète, où un produit baisse à la production, nous entendons qu'il baisse aussi à la consommation. Ou alors, si on laisse aller les choses dans toutes les directions, il est bien évident que ça n'est plus la peine de regretter ou de se plaindre des effets de l'inflation. Discuter au coin du feu en fumant un cigare, rien de tel pour avoir du génie. Cette boutade du ministre allemand des Affaires étrangères semble avoir été fort appréciée par ses collègues européens et en particulier par M. Jobert. Cette boutade correspond en effet au souhait français de voir se dérouler ce prochain sommet de Copenhague entre les chefs d'État et de gouvernement avec le moins de formalisme possible, ce qui d'ailleurs n'exclut en aucune façon le sérieux. Une déclaration sur l'identité, sur la personnalité européenne sera d'ailleurs publiée à cette occasion. La réunion de ce matin a donc été consacrée essentiellement à la préparation de cette réunion des chefs d'État et de gouvernement et contrairement à ce que l'on croyait généralement, les ministres des Affaires étrangères y seront conviés. Ils y assisteront de façon discontinue d'ailleurs, il est vrai, et non permanente. Ce sera un sommet imaginatif plutôt qu'une réunion à base de dossiers. Il n'en reste pas moins que des listes de sujets ont été proposées, le Proche-Orient, les rapports États-Unis-Europe, la sécurité et la détente. Il en a été question aussi cet après-midi d'ailleurs, tout est question de date sur ce sujet, les problèmes de l'énergie, l'union économique et monétaire de l'Europe, enfin. Rien n'a été décidé sur la fréquence de telles rencontres au sommet. Chacun, cependant, s'est montré d'accord avec Sir Alec Douglas-Home, le Britannique, pour estimer que mieux vaudrait se réunir le 1er jour plutôt que le 10e jour lors de la prochaine crise.
Cette Europe au coin du feu, dont on espère beaucoup, à condition que la fumée ne soit pas trop épaisse, on l'a délaissée pour rejoindre cet après-midi des préoccupations un peu moins poétiques, le pétrole. Séance extrêmement restreinte, rien de très nouveau n'a filtré jusqu'à présent. Il semble que les Européens évitent d'adopter une attitude collective en la matière. Dès qu'il est question de pétrole, la fumée devient ici carrément véritable brouillard. Il est vrai que l'hiver sera très froid pour tout le monde. Décidément, cette Europe est placée sous le signe du chauffage. Copenhague, 24 heures sur la une, à vous Paris. Jeudi, le colonel Kadhafi sera à Paris pour une visite privée de 3 jours. Le chef d'État libyen, qui vient de voir le maréchal Tito, sera reçu sur sa demande par le président Pompidou samedi en principe. La venue de Kadhafi est intéressante à plus d'un titre. Le rôle joué par le colonel libyen tout au long de la guerre du Kippour a été en quelque sorte assez effacé. Après avoir condamné le conflit, il dénonce aujourd'hui le cessez-le-feu et exhorte le Caire et Damas à reprendre les armes. Attitude ambiguë, certes, mais pourtant conforme à son tempérament. La France et la Libye ont toujours eu de bonnes relations, et il est à remarquer que la France a toujours été épargnée dans les nombreuses attaques portées par Kadhafi contre les Européens. À cela, il faut ajouter que la France est le principal fournisseur d'armes de la Libye. Paris et Tripoli n'ont certes pas les mêmes vues quant au règlement du conflit du Proche-Orient. Mais pourtant, d'un côté comme de l'autre, on souhaite que l'Europe joue une part importante dans les futures négociations. Kadhafi, en effet, s'est toujours méfié du rôle joué par les deux grands. Par ailleurs, l'Europe, ne l'oublions pas, lui achète tout son pétrole. Il semble donc que le colonel libyen pourrait adopter une attitude plus conciliante vis-à-vis de ses acheteurs. Kadhafi souhaite, après Paris, se rendre dans d'autres capitales européennes. Mais là, rien n'est encore décidé. Décidément, Londres n'est pas une ville très complaisante pour les resquilleurs. Depuis ce matin, les particuliers n'ont plus le droit de stocker l'échange chez eux. Et ce bidon ne sera pas rempli par aucun pompiste, même à prix d'or. Car aujourd'hui, c'est l'heure du rationnement, qu'il soit volontaire ou non. Et il faut qu'on respecte la règle du jeu. Cette règle du jeu a été définie provisoirement, en tout cas, par M. Peter Walker, le ministre de l'Industrie. Il a annoncé hier la réduction de 10% sur les livraisons d'essence aux industries et aux garages. Ces derniers conservent l'initiative de distribuer l'essence à leur guise. Certains établissements ferment dès le début de l'après-midi, d'autres ne fournissent que 10 ou 15 litres d'essence par client. Mais cette mesure n'est que la deuxième étape d'un plan qui, si rien ne s'arrange, doit déboucher sur le rationnement systématique pour tous. Certains laissent entendre qu'une telle décision pourrait être prise d'ici à la mi-décembre. Néanmoins, avant d'en arriver là, le gouvernement tient à inciter les Anglais aux restrictions volontaires et ceux-ci ont été fermement invités à ne pas rouler le dimanche, sauf en cas d'urgence, et surtout à ne pas dépasser 50 miles, soit 80 km à l'heure. Cette dernière prescription n'a été que modérément respectée aujourd'hui. Un journal s'indigne ce soir de ce que les automobilistes soient si nombreux à faire fi des recommandations gouvernementales. D'aucuns suggèrent que les Anglais, une fois au volant, perdraient leur traditionnel civisme. Partout dans le cœur de la ville et dans les quartiers névralgiques où se sont déroulés les affrontements, la police disperse les passants, des patrouilles de soldats armés et des blindés circulent dans les rues. Le soir, à l'heure du couvre-feu, on tire en l'air pour maintenir un climat de psychose générale. Qu'adviendra-t-il de ce mouvement? C'est ce que nous avons demandé à un jeune élève de Polytechnique que nous avons rencontré. Bien sûr, il garde l'anonymat. Nous l'avons interviewé dans une chambre d'hôtel au cœur d'Athènes. Au début, les revendications des étudiants étaient d'un ordre purement corporatif. Elles sont vite devenues des revendications politiques. On demandait la fin du régime des colonels. Oui. Comment pouvez-vous concevoir dans un régime dictatorial des réformes d'éducation? C'est impossible. Si on demande des réformes d'éducation, le gouvernement ne va sûrement pas accepter et sûrement ça va devenir un mouvement politique.
Un exemple, on a un commissaire gouvernemental dans toutes les universités. Comment voulez-vous que le gouvernement accepte à ce qu'on le retire? Dites-moi, est-ce que ce mouvement est terminé selon vous? Non, sûrement ce gouvernement n'est pas terminé, il va continuer jusqu'à la fin. En ce moment en Grèce, c'est pire d'être étudiant que d'être un criminel. Nous, on peut mourir, mais nos idées, non. L'école polytechnique est maintenant totalement occupée par les forces de l'ordre. Dans le quartier, les arrestations de jeunes étudiants se multiplient. Et tout à l'heure, nous avons vu cette scène déchirante. Une vieille femme passe devant l'université, elle recherche son fils qui a disparu. Les policiers la rouent de coups, l'injurient et l'arrêtent. Kiri, έλα πάνω κάτω, φύγετε. La loi martiale doit tenir pour 30 jours. Si, dans ces délais, nous ne pourrons pas restituer l'ordre dans la ville et dans le pays, nous pourrons faire une extension de ce délai pour quelques mois encore, mais sous notre responsabilité absolue. Aujourd'hui, les tribunaux d'exception commencent à fonctionner. On jugeait ce matin à Athènes 5 ouvriers accusés d'avoir participé et d'avoir été des meneurs des événements. Jusqu'où cela ira-t-il? Est-ce que la Grèce reconnaîtra une démocratie réelle? Il est peut-être encore un peu tôt pour se prononcer sur cette question. C'est la première fois qu'est organisée une consultation aussi vaste à l'échelon national sur un sujet intéressant tous les Français, l'éducation. Première étape de cette consultation, un sondage demandé à l'IFOP et à la Sofres par Joseph Fontanet, ministre de l'Éducation nationale. Les résultats de ce sondage, vous vous en souvenez, sont publiés à la mi-septembre. Deuxième étape, quelques 300 enquêteurs parcourent les académies. Ils ont de longues conversations avec plus de 7000 personnes, des enseignants, des élèves, des étudiants, des parents, mais aussi des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des membres de professions libérales. Leurs enquêtes viennent corriger sensiblement les résultats du sondage. Un exemple, on s'aperçoit qu'une majorité des élèves souhaitent le maintien du baccalauréat, alors qu'il était condamné dans le sondage par 55% des élèves. Troisième étape, un comité de 11 sages, présidé par Pierre Massé, ancien commissaire général du plan, dresse une synthèse de tous ces renseignements. Il publie 6 rapports correspondant à 6 thèmes d'études. Finalité de l'éducation, enseignement, contenu, pédagogie, orientation, éducation continuée et enseignement supérieur, l'école et le monde extérieur, les enseignants, mission, formation et conditions, structure enfin. Quatrième étape, demain, ouverture du colloque. Près de 700 participants, pendant 3 jours, vont discuter les rapports du comité des sages. Mais dès l'annonce de cette consultation, certains syndicats d'enseignants ont émis beaucoup de réserves quand ils ne se sont pas montrés franchement hostiles. Les organisations syndicales d'enseignants sont réticentes pour la plupart à la participation au colloque. Il faut les comprendre. C'est que les problèmes de l'éducation nationale sont des problèmes importants certes, mais fort controversés. Les conditions d'exercice dans les établissements scolaires, les insuffisances budgétaires, la succession de réformes, de réformettes on pourrait dire, crée un climat dont on n'a pas hésité à dire, dans certaines circonstances, que c'était un véritable climat de malaise dans l'enseignement public. Certaines critiques sont très violentes. À quoi sert ce colloque, dit-on? C'est un colloque préfabriqué. Ceux qui ont lu les rapports se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout préfabriqués, car les rapports laissent beaucoup de choix ouverts. Peut-être même à la fin du colloque trouvera-t-on qu'il n'a pas été assez fabriqué. Monsieur Fontanet avait annoncé une réforme de l'enseignement secondaire. Est-ce qu'il attend les résultats de ce colloque pour déposer son projet de loi? Eh bien, son projet de loi sera déposé après le colloque. Néanmoins, les deux choses sont tout à fait indépendantes. Le colloque est libre
vis-à-vis du ministre, et le ministre sera libre vis-à-vis du colloque. Le colloque est d'ailleurs plus large que l'enseignement secondaire. Il s'étend à tous les modes d'enseignement, depuis les maternelles jusqu'à l'enseignement supérieur et même jusqu'à l'éducation continuée. Ce qu'il faut retenir de ce colloque, c'est qu'il n'est pas un organe de décision. L'ambition est de discuter très librement de l'éducation nationale, de recenser tous les problèmes et toutes les propositions pour les résoudre, de dégager enfin quelques grandes lignes de force. En présentant son budget à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Environnement, Robert Poujade, a proposé la création d'une redevance espace vert, inclus dans le prix des logements non aidés par l'État. Cotisation plus chère pour les pêcheurs. Robert Poujade l'a annoncé aujourd'hui à la clôture du congrès des fédérations départementales de pêche à Paris. Voici donc pour 1974 les nouveaux tarifs. La pêche au coup, c'est-à-dire avec une ligne plombée ordinaire, 10 francs. La pêche sportive avec un lancer, 22 francs. Cette augmentation était souhaitée d'ailleurs par les fédérations elles-mêmes, les cotisations étant en effet leur unique ressource. Nous voulons savoir ce que nous achetons, c'est l'appel lancé aujourd'hui par les associations de consommateurs. Un an après le décret sur l'étiquetage des produits alimentaires et des boissons, toutes les étiquettes devaient indiquer clairement le nom, la composition et la date limite de vente. Or, la plupart du temps, cette loi n'est pas appliquée. Réponse du ministère de l'Agriculture, une nouvelle réglementation concernant notamment la date limite de vente et les additifs entrera prochainement en vigueur. Hier soir, dans la première partie de notre reportage lié au voyage de M. Giscard d'Estaing à Kuala Lumpur, Alain Weller nous a montré quelle était l'importance, relativement restreinte en ce moment, de la présence française dans cette partie du monde sur le plan économique. Et c'est précisément pour essayer de développer l'activité économique et industrielle de la France dans le sud-est asiatique que 170 industriels français sont allés participer et inaugurer l'exposition française de Kuala Lumpur qui va rester ouverte jusqu'à la fin de la semaine. À son retour ce matin de Malaisie, M. Giscard d'Estaing a déclaré qu'il avait fait un voyage très utile. Il s'agit pour l'industrie française de tenter de prendre une place sur ce vaste marché, qui ne comprend pas seulement la Malaisie d'ailleurs, mais également les pays les plus importants de tout le sud-est asiatique. Voici donc la deuxième partie du reportage d'Alain Weller. Penang, une petite île sur la côte ouest de la Malaisie. C'est à la fois un lieu de vacances et le principal port du pays. Singapour, à l'extrême sud, constitue un État indépendant. Pourquoi la France a-t-elle organisé une exposition à Kuala Lumpur, la capitale? La réponse, on la trouve ici. Un régime politique qui paraît stable, ce qui réduit les risques pour les industriels qui viennent s'implanter, un pays qui gagne des devises, dont la richesse s'accroît au rythme annuel de 7%. Ce bois, en cours de chargement sur des cargos chinois et soviétiques, constitue l'un des signes de cette richesse. Le bois, mais surtout ces lingots d'étain qui serviront notamment à la fabrication de boîtes de conserve alimentaires. Ces balles de caoutchouc, à destination de la France, de la Grande-Bretagne ou de l'Espagne. La Malaisie est le premier producteur mondial de caoutchouc, d'huile de palme aussi. Le gouvernement développe la culture des palmiers à huile, introduite au début du siècle par un Français. La présence française en Malaisie, c'était surtout cela, les plantations et les mines d'étain. Cette mine d'étain à ciel ouvert est exploitée par une société française. De puissants jets d'eau permettent de provoquer une érosion artificielle. Il ne reste plus ensuite qu'à aspirer cette eau boueuse pour en tirer le minerai dont la hausse des cours depuis un an est spectaculaire. À la tête de l'exploitation, un ingénieur des mines français. Il vit ici depuis 25 ans avec sa femme, seul français à 100 km à la ronde. Le cours de l'étain à Penang a monté d'environ 10% pendant les derniers 3 à 4 mois, je crois. Vous êtes une des seules sociétés françaises implantées ici? Oui, il y a une autre petite société qui exploite au voisinage, enfin pas très loin de chez nous. Enfin, nous sommes une société implantée ici depuis 80 ans, n'est-ce pas? Pour les actionnaires français d'une telle société, un placement de père de famille, dit-on.
Mais ce n'est pas ce type d'exploitation qui permettra de créer un véritable courant d'échange entre la France et la Malaisie. Ce n'est pas lui qui fera vendre à notre pays des machines, des biens d'équipement. L'époque des défricheurs, c'est le passé. Les Malaisiens aujourd'hui veulent des usines susceptibles de créer des emplois. À Kuala Lumpur, où les hôtels de classe internationale poussent au milieu des maisons traditionnelles et d'une végétation tropicale, une nouvelle espèce d'homme d'affaires de toute nationalité a fait son apparition. Dans un de ces hôtels, la semaine dernière, un Français ne cachait pas sa satisfaction. Nous avons pu mener à bien une négociation ici qui va nous permettre de construire une usine à papier en Malaisie. C'est d'ailleurs le projet industriel le plus important qui ait jamais été réalisé dans ce pays. Combien de francs? Projet de l'ordre de 120 millions de francs. Lourd, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que ça a été difficile? Bien, nous avions beaucoup de concurrents. Nous avions, je crois, 8 concurrents. Nous avions des Japonais, des Allemands, des Anglais, des Américains, des Canadiens. La négociation a duré combien de temps? 1 an. C'est beaucoup ou peu? Très peu. Un premier succès au moment de l'ouverture de l'exposition française. Mais notre pays achète encore beaucoup plus qu'il ne vend en Malaisie. Malgré une progression de 42% de nos ventes depuis le début de l'année, nous restons le 12e fournisseur de ce pays. À la reprise du procès du Fétiche Club cet après-midi à Dijon, tous les regards se sont portés sur un coin de banquette vide. C'est la place laissée vacante par le proxénète André Boggia, assassiné en pleine ville hier soir par 2 tueurs en moto. Mais dans le milieu, on n'a pas l'habitude de porter le deuil, surtout dans de telles circonstances. Tous les autres prévenus ont repris normalement leur place autour de l'ex-commissaire Javillier, y compris cet ami de Boggia qui a assisté à son assassinat. Pour eux, le procès continue. L'avocat de Boggia, avant de se retirer des débats, a simplement précisé que la mort de son client ne trouvait pas d'explication dans le dossier. Alors les hypothèses s'accumulent. En admettant que la mort de Boggia n'est pas liée directement au procès du Fétiche Club, on se souvient qu'il a été le lieutenant du gangster international Tramini, abattu il y a 1 an et demi. A-t-il payé de sa vie cette collaboration embarrassante? Ça n'est pas impossible. L'enquête en tout cas est difficile, ce sont des professionnels du crime qui ont fait le coup. Leur moto, une 125 cm3, un petit modèle donc, a été repêchée ce matin dans le canal de Bourgogne à la sortie de Dijon. Elle a été volée, pense-t-on, à Paris et ils sont repartis de Dijon dans une voiture qui les attendait. Cela dit, l'action publique étant éteinte en ce qui concerne Boggia, le marathon oratoire des avocats des 16 autres prévenus s'est poursuivi cet après-midi. Et pour vous résumer les principaux arguments de la défense, j'ai retenu 3 citations qui sont caractéristiques. La prostitution est un mal nécessaire, la police sans indicateur ne serait plus la police, l'affaire a été gonflée en raison de la présence d'un grand flic, Javillier bien entendu. Et c'est demain, en principe, que l'avocat de Javillier va tenter d'obtenir la relaxe pour l'ancien chef de la brigade anti-gang de Lyon. C'est une équipe de France originale qui affrontera le Danemark demain soir au Parc des Princes à 20h30. Un seul niçois, Jean-Pierre Adams, première sélection pour Bertrand Demanne, Brachy et Mercadier. Le sélectionneur Stéphane Kovacs sait très bien que les meilleurs joueurs français ne sont pas tous présents. À travers ce match, l'entraîneur roumain procède à une revue d'effectifs, mais il espère tout de même une large victoire de l'équipe de France. Quatre bateaux français se trouvent en tête de la 2e étape de la course autour du monde. Éric Tabarly et son Pendwick occupent la première place, suivi de Critère, Grand Louis et 33, le bateau de 24 heures sur la une. Un accident a endeuillé cette étape, le Cap Sydney. Un caporal britannique qui se trouvait à bord du Toranga est tombé à la mer à 130 000 des îles Crozet. Thierry Leluron, 21 ans, 1m64, 58 kg, 4 ans de carrière, plus d'1 million de disques, en 1 an 200 galas et 40 télévisions, pour 2 mois aux variétés avec ses nouvelles imitations, François Mitterrand, Philippe Clay, Jean Ferrat, Brigitte Bardot, Sacha Distel et les compagnons de la chanson. Quand est-ce que vous avez eu envie de faire ce métier? Envie vraiment vers l'âge de 16 ans et eu l'idée vers l'âge de 6 ans. Et à l'époque, je voulais être chef d'orchestre. Je rêvais, moi, de faire du spectacle. Mais autre chose
Non, je ne savais pas ce que c'était, mais je trouvais ça beau, les lumières, les décors, les costumes. Et vos parents voulaient que vous fassiez quoi? Polytechnique? Pas du tout. À l'âge de 4 ans, je faisais un dessin par jour à ma mère. Et alors, c'était toujours un château. Je lui disais, ben, je te l'offrirai quand je serai plus grand. Vous avez l'intention de lui offrir maintenant? Écoutez, je travaille encore. Mais bien sûr, oui. Et il pensait que vous feriez quoi? Je ne savais pas. Enfin, je pense pas qu'ils avaient d'idées précises. Mes parents ont toujours été des gens très libéraux et ont toujours laissé faire un peu à leurs enfants ce qu'ils avaient envie de faire. Le lycée se passait bien, donc ils se sont dit, bon, bah, on va déjà laissons-le faire et puis on verra ensuite. Je reviens d'Union soviétique, où les asiles psychiatriques sont les lieux les plus accueillants. On y voit des intellectuels qui avaient cru très spirituels de parler du gouvernement. Est-ce que vous recevez beaucoup de lettres d'amour? Oui, et pas que d'amour, des tas de lettres, oui. Ou alors des lettres aussi de grand-mère, il y a beaucoup de grand-mères qui m'écrivent. Brigitte, reste encore un peu. Tu ne sais pas ce que je veux. Oh, 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 oh. Pour tes motifs publicitaires, tu voudrais que je mette mes fesses à l'air. Oh là là. Qu'est-ce qui vous amuse le plus? Mon métier, c'est-à-dire être sur scène. Qu'est-ce que vous faites votre jour de relâche? Je pense à ce que je vais faire les jours où je ne suis pas de relâche. Vous ne trouvez pas que vous êtes trop sérieux? Non, non. Et l'amour là-dedans, quelle place? Grande ou petite? C'est-à-dire que comme je ne fais pas mon métier en général entre 2h et midi, ça me laisse une place, quoi. Il n'y a effectivement pas que le travail dans la vie. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir.